L'Australie reste aujourd'hui un pays entouré de mystères pour beaucoup de gens. Et par exemple, ce continent abrite un grand nombre de kangourous et l'été y remplace l'hiver. En réalité, l'Australie compte une population extrêmement élevée de kangourous dont le nombre dépasse les 20 millions d'individus. De plus, il est également vrai que lorsque c'est l'été dans l'hémisphère nord, c'est l'hiver dans l'hémisphère sud où se trouve l'Australie et inversement. Bonjour à tous! Cependant, les particularités de l'Australie ne se limitent pas à cela, et ce n'en est qu'une petite partie. Et récemment, en plus de ses caractéristiques géographiques et climatiques, une dimension sociale est venue s'y ajouter. Bien sûr, des problèmes sociaux existaient déjà auparavant, mais leur aggravation remonte à ces dernières années. La situation s'est particulièrement détériorée à Alice Springs, une petite ville discrète que les médias décrivent souvent comme étant située en plein cœur du continent. Cela ne signifie pas qu'Alice Springs soit devenue totalement incontrôlable, mais les problèmes non résolus que la société australienne entretient dans ses relations avec les peuples autochtones ont éclaté au grand jour dans cette ville. Bienvenue sur Perduchan. Alors commençons. Le rôle d'Alice Springs en Australie. D'un point de vue géographique, Alice Springs se situe dans le territoire du Nord et occupe une position presque centrale en Australie. La distance en ligne droite jusqu'à la côte la plus proche est d'environ 1200 km et la grande ville la plus proche se trouve encore plus loin, à environ 1500 km. La naissance de cette ville est liée à la route ouverte en 1862 par l'explorateur John McDowell Stuart. En 1872, un relais télégraphique y fut installé et en 1888, un établissement nommé Stuart, en l'honneur de cet explorateur, vit le jour. Ce village fut renommé Alice Springs en 1933, un nom tiré d'une source du même nom, car le premier établissement s'est formé grâce à cette source. En effet, l'explorateur Stuart se réjouit énormément d'avoir découvert, dans cette terre chaude et désolée, une source d'eau pure. Et c'est grâce à son emplacement idéal qu'il réussit enfin, lors de sa 3e tentative, à traverser l'Australie d'un bout à l'autre. Se trouvant à égale distance d'Adélaïde au sud et de Darwin au nord, Alice Springs a joué le rôle de point de relais pour les caravanes traversant le continent. Le premier équipement installé ici fut un relais télégraphique et une voie ferrée fut posée en 1929. Puis, en 1940, un aéroport fut construit. Et en parallèle débuta la construction de la Stuart Highway, qui traverse la ville. La découverte d'or dans les années 1880 fut également l'un des facteurs majeurs qui ont permis à cet établissement de se développer en ville. Les gisements aurifères furent découverts à environ 70 km au nord-est d'Alice Springs et à environ 50 km au nord-ouest d'Arltunga. C'est là que se trouvait l'un des premiers gisements d'or découverts dans le centre de l'Australie. Et c'est à partir de ces découvertes que la ruée vers l'or a réellement commencé dans la région. C'est probablement à cette époque qu'un grand nombre de personnes appelées chameliers, spécialisées dans la conduite des chameaux, apparurent à Alice Springs. En effet, avant l'apparition des chemins de fer et des routes, les chameaux constituaient le principal moyen de transport dans cette région désertique. Après 1840, entre 10 000 et 20 000 chameaux furent importés d'Asie du Sud, du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. Comme les chameaux n'étaient pas originaires d'Australie, personne sur place ne savait les manier. C'est pourquoi des Afghans, capables de tracer des routes dans le désert et d'organiser des caravanes, arrivèrent avec les chameaux. Par la suite, des chameliers vinrent non seulement d'Afghanistan, mais aussi du Pakistan, de l'Inde et de l'Iran. Cependant, les habitants locaux les appelaient tous Afghans. Retenez bien ici la particularité de la composition de la population d'Alice Springs. Européens, Chinois, population autochtone et Afghans vivaient mêlés dans une zone très restreinte, entourant une unique source d'eau naturelle jaillissant en continu. Mais ce n'est pas tout. En 1954, le détachement 421 de l'armée de l'air américaine fut établi près d'Alice Springs. Aujourd'hui, cette base fait partie du projet conjoint américano-australien JGGRS. De plus, en 1966, une structure sphérique au design futuriste fut construite à proximité. Il s'agit de Pine Gap.
une installation américaine de renseignement par satellite où travaillent des agents de la NSA, de la CIA et du NRO. Grâce à la présence de cette installation, Alice Springs, qui compte environ 35 000 habitants, abrite près de 2000 résidents de nationalité américaine. Bien que les Américains soient relativement peu nombreux, ils jouent un rôle important dans la vie sociale et culturelle de la ville, participant à la création de nombreux clubs et à la formation d'équipes sportives telles que le basketball, le baseball ou encore le football. Ainsi, dans cette petite ville, coexiste une population remarquablement internationale, formant en quelque sorte un mélange hautement inflammable. Il ne manquait plus qu'une étincelle pour tout embraser. Et comme on pouvait s'y attendre, cette étincelle a fini par être lancée. Mais nous y reviendrons un peu plus tard. Les problèmes historiques des peuples autochtones. Avant d'aborder sérieusement les problèmes contemporains, il convient de revenir sur l'histoire de la période coloniale en Australie. Il ne faut pas oublier que les peuples autochtones d'Australie comptent parmi les plus anciens de la planète. Ils se sont installés sur ce territoire il y a 50 000 à 60 000 ans, sans pour autant mettre particulièrement en avant leur statut de premiers habitants du continent. Avant l'arrivée des Européens, on estime qu'environ 300 000 à 400 000 autochtones vivaient sur ce continent et plus de 400 langues y étaient parlées. Il est probable que, du fait de l'isolement des différentes tribus, les peuples autochtones n'aient pas pu former un État unifié, ce qui a rendu leurs terres facilement colonisables au XVIIIe et XIXe siècle. Les colons britanniques ont complètement ignoré les systèmes de gouvernance traditionnels et les formes d'économie propres à ces tribus, considérées comme semi-primitives, imposant à de nombreux autochtones une assimilation forcée. Ainsi, ces malheureuses populations ont été contraintes de sauter toutes les étapes de développement historique, passant directement d'une organisation communautaire primitive à un système capitaliste. Il convient de souligner que les peuples autochtones ont rarement opposé de résistance, ce qui explique qu'ils n'aient pas subi de violences physiques massives. En revanche, leur identité ethnique leur a été retirée avec une facilité déconcertante. Dans ce but, les enfants autochtones ont été arrachés à leur famille et placés dans des internats spéciaux. Là, on leur inculquait les normes de la civilisation européenne, tandis que leur culture, leur langue et leurs traditions étaient totalement ignorées. Plus tard, les enfants victimes de ces politiques coloniales ont été désignés sous le nom de « génération volée » (Stolen Generations). La discrimination et les inégalités contemporaines. Aujourd'hui encore, les peuples autochtones d'Australie subissent diverses formes de discrimination. Leur niveau d'éducation est plus faible que celui des autres groupes. Leurs revenus sont plus bas, le chômage y est plus élevé et l'accès au système de santé reste difficile. Ces problèmes se sont accumulés depuis les premières phases de la colonisation, mais s'ils n'ont pas dégénéré plus tôt en situation explosive, cela s'explique par une seule raison. Les peuples autochtones vivaient historiquement séparés en tribus isolées, parlant chacune sa propre langue. De plus, comme aujourd'hui, leur intégration dans une société composée principalement d'immigrants d'origine européenne a également freiné la reconstruction de leur identité ethnique. Selon le recensement de 2021, seules 812 728 personnes, soit à peine 3,2% de la population totale, se sont identifiées comme aborigènes ou habitants des îles du détroit de Torres. Et c'est précisément là que réside la différence entre Alice Springs et le reste de l'Australie. Contrairement à la plupart des autres régions, les peuples autochtones représentent à Alice Springs une part importante de la population, entre 18 et 20%. Cependant, beaucoup d'entre eux vivent dans des conditions économiques difficiles. Il ne faut pas oublier ici que l'Australie est un pays relativement riche, figurant parmi les 20 premiers au monde en termes de PIB par habitant. Et pourtant, dans un tel pays, il existe une proportion importante de personnes laissées en marge de la société. Alice Springs est une ville isolée, éloignée des autres régions, pratiquement une localité rurale, où l'on manque d'emplois, de crèches, d'écoles et de logements décents, ce qui aggrave encore la situation. En conséquence, on a l'impression que deux mondes coexistent simultanément. D'un côté, il y a l'Australie moderne, dite blanche, dotée de technologies avancées et riche en opportunités. Et juste à côté subsiste le monde traditionnel et ancien du peuple Arrernte, resté en marge du développement
où perdurent encore les mythes, les légendes et les traditions des peuples autochtones d'Australie. Pour mieux comprendre cette situation, il faut ajouter que les Arrernte vivent encore aujourd'hui selon le système autoritaire centré sur les relations matrimoniales entre familles ou clans. Certains groupes Arrernte continuent même de pratiquer la polygamie au sein de la société australienne contemporaine. Dans ce monde régi par un double standard, ce sont les jeunes générations autochtones qui souffrent le plus. Elles aspirent à faire partie du monde moderne, avec ses avantages et ses opportunités, tout en appartenant au peuple Arrernte, avec sa culture, ses coutumes et ses traditions, qu'elles ne peuvent pas ignorer. L'augmentation rapide de la violence et de la criminalité. C'est en 2022 que cette ville a basculé dans une situation devenue difficile à maîtriser. Le déclencheur a été l'abrogation d'une loi adoptée en 2007 qui limitait la consommation d'alcool dans les espaces publics. Cela dit, cette loi n'a pas été supprimée de manière intentionnelle. Elle a simplement expiré à l'arrivée de son terme. En réalité, en 2007, Alice Springs avait été officiellement désignée comme zone restreinte à l'alcool en vertu d'une législation encadrant les espaces publics. Les exigences de cette loi étaient particulièrement strictes, incluant une surveillance électronique des ventes d'alcool, l'installation de systèmes de vidéosurveillance dans les lieux publics et l'introduction d'un système de carte d'identité pour les acheteurs. Parallèlement, dans le cadre de cette législation, des mesures globales ont été mises en place afin d'élargir le soutien social aux populations autochtones, notamment en matière de logement et d'emploi. Ces restrictions sur la vente et la consommation d'alcool visaient principalement les populations autochtones. Toutefois, il est important de préciser que cette loi ne constituait pas une réglementation raciste ou coloniale classique, fondée sur la couleur de peau ou l'origine des individus. Cette fois, le contexte était tout autre. En réalité, l'introduction de ces restrictions reposait sur des facteurs extrêmement concrets. En termes simples, ils peuvent être divisés en facteurs physiologiques et facteurs sociaux. Et chacun de ces deux types de facteurs possède un arrière-plan historique. Commençons par les facteurs physiologiques. Une idée répandue affirme que des peuples autochtones d'Australie, contrairement aux Blancs habitués, manqueraient d'enzymes essentielles pour décomposer l'alcool ou en disposeraient en quantité insuffisante, ce qui les ferait s'enivrer avec de très petites quantités d'alcool et les rendrait plus vulnérables à la dépendance. Cependant, les données scientifiques les plus récentes montrent que cette affirmation est erronée. Chez tous les êtres humains, l'éthanol est d'abord transformé dans le foie en acétaldéhyde toxique. Puis cet acétaldéhyde est décomposé en substances moins nocives, principalement grâce à une enzyme appelée ALDH2. En Asie de l'Est, une proportion importante de la population présente une variante appelée ALDH2 étoile 2. Et lorsque cette variante est présente, la dégradation de l'alcool se fait mal, provoquant ce qu'on appelle une réaction de flush, accompagnée de nausées et de tachycardie. Il va sans dire que, dans de telles conditions, la consommation d'alcool devient peu agréable. En réalité, chez ces personnes, le risque de développer une dépendance à l'alcool est au contraire plus faible. En revanche, chez les peuples autochtones d'Australie, ce type de variante est extrêmement rare. Toutefois, cela ne signifie en aucun cas qu'ils seraient génétiquement plus enclins à développer une dépendance à l'alcool. Pour faire simple, comme pour beaucoup d'autres populations, ils ne disposent pas de mécanisme de régulation face à l'alcool. Ainsi, il n'y a qu'un seul véritable problème. Les peuples autochtones d'Australie ne possèdent pas de normes culturelles liées à la consommation d'alcool. Ils ne disposent ni de repères traditionnels pour contrôler leur consommation, ni d'une histoire de comportement liée à l'alcool façonnée sur plusieurs générations. Autrement dit, il n'existe ni rituel, ni tradition, ni pratique sociale encadrant la consommation d'alcool. En réalité, c'est cet aspect culturel qui constituait le problème, mais il a été interprété à tort comme une inadaptation physiologique à l'alcool. En simplifiant au maximum, on peut dire que leur organisme n'a simplement pas été entraîné à l'alcool comme celui d'autres populations. Quant aux facteurs sociaux, ils sont indéniablement liés aux conséquences de la colonisation, dont l'héritage a engendré un profond traumatisme collectif. Cela a conduit les populations autochtones à souffrir de dépression, d'anxiété et de conflits familiaux, les poussant à recourir à l'alcool et aux drogues comme moyen temporaire d'apaisement. Il ne faut pas non plus oublier que, durant une période relativement récente de l'époque coloniale, l'alcool était fréquemment utilisé comme forme de rémunération,
ou comme moyen de persuasion et d'encouragement. En tenant compte de tout cela, ainsi que des problèmes de pauvreté, de pénurie de logements et de la persistance de tendances racistes et discriminatoires, il n'est pas surprenant que la dépendance à l'alcool se soit aggravée à un niveau sans précédent après la levée des restrictions. Lorsque la vente légale d'alcool aux résidents locaux a repris en juillet 2022, les crimes et les comportements antisociaux liés à l'abus d'alcool ont de nouveau fortement augmenté à Alice Springs. En conséquence, l'attrait touristique de la ville a chuté de manière spectaculaire. Avant cette montée de la violence, le tourisme constituait la principale source de revenus de la ville, et ses nombreux hôtels, restaurants, clubs, bars et cafés étaient animés par une forte affluence. Autrefois, de nombreux touristes visitaient la ville grâce à la proximité d'Uluru, située à environ 340 km. Mais depuis la construction d'un aéroport à proximité du site, une partie des visiteurs ne passe plus par la ville. Et naturellement, le fait qu'Alice Springs soit devenue connue comme l'une des villes les plus criminogènes du pays a encore davantage éloigné les touristes. La situation a finalement atteint un tel niveau que le maire a demandé au gouvernement fédéral australien d'envoyer des unités de l'armée à Alice Springs afin de rétablir l'ordre. Finalement, l'armée n'a pas été déployée, mais le gouvernement australien a pris la situation très au sérieux. Et afin de mieux comprendre cette situation complexe, le Premier ministre australien s'est rendu dans la ville en janvier 2023. Les mesures visant à rétablir l'ordre dans la ville. Des mesures concrètes ont été mises en place pour rétablir l'ordre dans la ville. Le 23 janvier 2023, le gouvernement du Territoire du Nord a instauré de nouvelles restrictions concernant la vente d'alcool. Concrètement, ces mesures incluent l'imitation de la quantité d'alcool pouvant être achetée par jour, l'instauration de journées sans alcool le lundi et le mardi, ainsi que des restrictions de vente entre 15h et 19h, sauf le samedi. Cependant, ces mesures ayant eu peu d'effet, le gouvernement territorial a décidé d'interdire totalement la vente d'alcool à partir du 16 février 2023 et jusqu'en 2027, dans les zones de résidence des populations autochtones, ainsi que dans d'autres communautés autochtones situées en dehors de ces zones. Actuellement, la société australienne débat intensément de l'opportunité d'introduire des programmes de réhabilitation obligatoires dans le cadre de la lutte contre la criminalité. Ce type de programme avait été mis en place en 2013 avant d'être abandonné en 2017. De nombreuses organisations citoyennes expriment des doutes quant à son efficacité. De leur côté, certains dirigeants de communautés autochtones soulignent que la simple restriction de la vente d'alcool ne suffira pas à résoudre le problème. Selon eux, ce phénomène trouve ses racines dans des facteurs historiques profonds, liés aux inégalités sociales existant entre les différentes couches de la société. Il est donc essentiel, pour reconstruire en profondeur la société australienne, de combiner des politiques de régulation et d'interdiction avec un renforcement des mesures de soutien social. Les leaders locaux estiment que la priorité des réformes sociales devrait être donnée à l'éducation et aux programmes d'accès à l'emploi pour les populations autochtones. Ils considèrent également que les programmes de traitement et de soutien psychologique jouent un rôle crucial. Enfin, selon eux, les collectivités locales disposant de représentants autochtones devraient élaborer leur propre stratégie pour lutter contre l'abus d'alcool. Si vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos proches. Merci à tous de votre attention. À très bientôt. Au revoir.